Bienvenue à cette séance très spéciale de la 25e édition du Festival international du film de Nancy, dont la thématique était cette année consacrée à la réconciliation. Et ce soir, nous allons parler d'une toute autre thématique, même si elle s'inscrit dans le même cadre de la réconciliation, c'est la thématique de la décolonisation, ou, pour employer et citer un terme du grand écrivain nigérian Thiongo, la décolonisation des esprits. Ce à quoi nous allons travailler cet après-midi tous ensemble, après avoir vu, dans une première étape, un film, un très beau film documentaire, réalisé par Madame Sabrina Varani, qui pourra tout à l'heure répondre à vos questions sur ce film. Et je cède la parole immédiatement à moi, Loucha. Bonjour à tous et merci d'être là. Il y a 2 ans, nous étions venus au Festival de Nancy pour présenter notre court-métrage sur les violences sexuelles faites à l'est du Congo en raison de l'exploitation minière. Patricia Espinola est revenue vers nous il y a quelques mois pour proposer de travailler conjointement avec le Festival de Nancy pour organiser cette table ronde sur la décolonisation des esprits, la connaissance de l'histoire et du passé colonial. Et nous avons répondu positivement parce que la situation de l'exploitation minière dans le monde est simplement une continuation de la colonisation, mais sous une autre forme, beaucoup plus discrète. Alors comme invité, nous avons Elikia Mbokolo qui est arrivé hier de Kinshasa. Elikia, vous êtes historien spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle de l'Afrique, professeur dans diverses universités dans le monde, producteur de l'émission Mémoire d'un continent, magazine consacré à l'histoire du continent noir, proposé par Radio France Internationale. Vous êtes président du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique à l'UNESCO et auteur de nombreuses publications sur l'histoire de l'Afrique. Nous avons aussi Idé Pagnet. Vous êtes présidente du FARA, Forum d'action et de réflexion pour l'Afrique. Votre association aide les paysans à retourner à l'agriculture vivrière, à s'organiser en coopérative et à devenir économiquement autosuffisants. Vous avez également travaillé dans les marchés publics, vous travaillez encore actuellement dans les marchés publics. Avant cela, vous avez travaillé à la coopération allemande et aux Nations Unies, en Europe et en Afrique, où vous étiez spécialisé dans la mise en œuvre de programmes de réinsertion sociale et économique dans les pays en situation de post-conflit. Alors nous avons aussi Calvin Soares, qui est député bruxellois depuis mai 2019. Vous participez activement à la mise en place de commissions scientifiques visant à faire la lumière sur les crimes commis durant la période coloniale. Vous luttez aussi activement pour l'enseignement de l'histoire de l'Afrique à l'école. Vous êtes également président de l'ASBL Go to Togo, qui s'occupe de la réinsertion des filles de la rue au Togo. Avant cela, vous étiez conseiller juridique et chargé de l'éducation permanente au MRAX, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, professeur de sciences sociales et cofondateur et coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Alors, Julien Trudahu. Vous travaillez au CEC, Coopération, Éducation et Culture. Vous y menez des recherches sur la représentation, les conflits de mémoire et la discrimination liée au passé colonial belge. En prolongement de ces réflexions, vous travaillez sur les représentations et les stéréotypes véhiculés par les publicités et les communications des ONG en Belgique. Vous êtes co-auteur de différents articles sur la représentation coloniale passée et actuelle et co-auteur du livre Notre Congo, Own the Congo, propagande coloniale dévoilée, qui se trouve en bas pour ceux qui aient le désir d'acheter après la projection. Et enfin, nous avons avec nous Sabrina Varani. Vous êtes professionnelle du cinéma depuis 1985, opératrice, directrice de photos et réalisatrice de documentaires. Après de nombreuses années sur les plateaux de cinéma en Italie, vous vous dites qu'en qualité de femme opératrice, votre travail n'est pas reconnu, vous décidez de quitter l'Italie pour la France. En France, vous croisez le chemin du réalisateur malien Souleymane Cissé, qui vous fait entrer dans le milieu des cinéastes africains à Paris, et vous travaillez sur les images de plusieurs films de fiction et de documentaires en France et en Afrique. En 1999, vous revenez en Italie, où vous continuez votre carrière de chef opératrice et devenez réalisatrice indépendante, et vous avez réalisé plusieurs documentaires, dont Paginena Costé qui passe maintenant. Voilà. Je vais demander à Elikia de faire un petit exposé bref pour contextualiser le film et la colonisation très courte de l'Éthiopie par l'Italie. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Je reviens de
Kinshasa, où je vais m'empresser de repartir dès que nous aurons terminé ici, parce qu'il s'y passe des choses importantes, toutes choses qui ont à voir avec la nécessité et la difficulté de rompre avec le fait colonial. Et moi, je pense que notre vivre ensemble comme citoyens du monde et comme partenaires européens, africains et autres pour construire cet autre monde, on a besoin de faire le point sur le fait colonial et évidemment de dépasser ce fait colonial. Ce que Sabrina fait de manière remarquable et très personnelle. Parce que la question reste posée de savoir pourquoi dans l'histoire de notre terre, un certain nombre de pays venus tous du continent européen ont entrepris cette gigantesque et très durable opération de coloniser d'autres parties du monde parce que, disait-il, ils en avaient le droit et le devoir. Si vous lisez Jules César et la guerre des Gaules, la manière dont il aborde les Gaules n'est pas très différente de la manière dont l'Europe du XIXe siècle et l'Italie du XXe siècle ont abordé le continent africain. C'est-à-dire l'idée que non seulement ils avaient le droit d'aller coloniser, mais qu'ils avaient aussi le devoir d'aller coloniser. L'Italie, qui n'était pas mêlée à l'opération de déshumanisation très longue qui a facilité la colonisation, c'est-à-dire la mise en esclavage et la déportation pendant des siècles des Africains, pour l'essentiel, vers le Nouveau Monde. L'Italie se mêle à cette colonisation plus tard que les autres, donc à la fin du XIXe siècle, sans beaucoup connaître cette nouvelle Afrique et en se trompant de la cible la plus facile à acquérir. Beaucoup d'Italiens pensaient que on pouvait aller en Afrique comme on veut. Et elle est tombée sur un os. L'os, c'est l'Éthiopie, qui est un État très vieux, qui au XIXe siècle est un État en train de se construire justement pour ne pas être colonisé par l'Afrique. Et l'Italie, reçoit cette gifle très humiliante d'être battue par l'armée d'un État africain. Il faut dire qu'elle n'est pas la seule, parce que tous les autres pays, la France, l'Angleterre et les autres, ont été battus dans des batailles par les pays africains, mais l'Italie reçoit une gifle qui la met KO. Donc ça a été une surprise pour l'Europe, une humiliation pour l'Italie, qui a voulu évidemment prendre sa revanche en plein XXe siècle. C'est-à-dire dans les années 30, alors que la Société des Nations existe, alors que l'idée de décolonisation commence déjà à émerger, et donc elle gagne ce deuxième combat. Et la question c'est, et Sabrina y répond, mais qu'est-ce qu'il y avait en Italie pour ressusciter cette énergie qu'on pensait disparue, puisqu'on parlait déjà de décolonisation, on en parlait en Afrique et dans les pays européens. Elle va plus loin en disant il n'y a pas que l'économie, il y a d'autres ressorts, notamment les ressorts passionnels, intellectuels, etc. Donc le fascisme. Et elle fait encore un pas supplémentaire que nous, les historiens, on ne fait pas, et que la plupart des gens ne font pas, en se demandant, moi, Sabrina, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette colonisation? Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, mes ascendants, les ascendants de mes amis, qu'est-ce que nous avons à voir avec cette histoire? Donc c'est une leçon pour nous sur le fait que la colonisation, c'est pas les autres.
les autres d'autres pays, les autres d'autres temps, nous sommes tous là-dedans. Et que donc la décolonisation, qui n'en est qu'à ses débuts, politiquement, disons, diplomatiquement, elle a eu lieu. Politiquement, elle n'a pas encore totalement eu lieu, parce qu'il y a des mécanismes d'ingérence dans ces pays. Économiquement, elle n'a pas lieu. Et dans beaucoup de pays européens, on voit, c'est très bon que nous ayons ici des amis qui luttent sur cette question dans un contexte particulier, celui de la Belgique, mais la France est confrontée au même problème, enfin tous les pays. Donc c'est nous interroger sur un passé qui ne passe pas et un présent et un futur qui ne peut se construire que en élucidant ce passé, parce que c'est la condition pour le détruire de manière définitive. Ce film est, enfin, je m'avance peut-être trop, pour moi c'est quelque chose de très 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 fort et qui montre comment des idées pseudo-scientifiques continuent de traîner dans nos sociétés d'aujourd'hui sur la notion de race, sur la supériorité de certaines races par rapport à d'autres, etc. Et je crois que c'est un préalable pour que nous allions de l'avant, et je suis vraiment très content d'être là pour partager avec vous cette discussion. Venant du Congo, cette discussion sur la force des idées, des croyances, tout ça, c'est une discussion toujours aujourd'hui. La question c'est qu'est-ce qu'un blanc, qu'est-ce qu'un noir, comment se fait-il que les blancs nous ont colonisés et que nous n'avons apparemment jamais pensé à coloniser les blancs. Est-ce qu'ils ne sont pas foutus de revenir nous coloniser encore? Est-ce que c'est définitivement passé ou est-ce qu'il y a encore des relents pour que ça recommence? Donc ce sont des débats pas seulement intellectuels, mais des débats citoyens pour que nous soyons capables de construire un monde meilleur et solidaire demain. Voilà, on va passer à la projection et puis on aura un échange avec les intervenants. Gira le pagine. Cerca la data di pubblicazione. Anno 17° era fascista 1939. Papà, hai mai ucciso in guerra? Sì, una volta. Nell'incrocio fra una razza superiore, quale noi siamo, e una razza inferiore, quale sono i negri, non sono gli inferiori che si alzano a livello dei superiori, ma viceversa. E allora sorge la necessità della più assoluta, della più feroce, della più implacabile separazione tra bianchi e negri. Attilio non dimenticava il motivo per cui era andato in Africa da volontario. Gabriele D'Annunzio aveva gridato «L'Etiopia italiana da sempre» e lui stava realizzando le parole del Vate. Lo riempiva un orgoglio, una pienezza, mentre viaggiava a gambe ciondoloni sul retro dell'autocarro. ሌላው እንግዲህ መቼም ወደ ጠላት የሰራውን ግፍ ስናስታውስ ታልያቸው ተበተሰስ ተቀለባቸው ለ5 ዓመት ቀለብ They brought toxic gas full of bomb. Mio padre in camicia nera, io non l'avevo mai visto. È mancato il processo alle idee piuttosto che alle persone. Commencé ce projet un peu, disons, parce que je connaissais Francesca et j'avais travaillé avec elle, l'écrivaine, donc la protagoniste. J'avais travaillé avec elle et j'appréciais évidemment son travail. Et donc, à l'occasion d'une présentation d'un autre roman, qui est celui qui, les précédents, celui-là, ça m'est venu un peu l'image de penser comment le travail d'un écrivain et ce qui pourrait être derrière le travail d'écriture d'un roman de ce genre, d'un roman donc, qui traite avec l'histoire, avec des faits réels, des histoires réelles.
Et ça m'a donné en fait l'envie d'essayer de faire une espèce, on peut dire, de behind the scene, backstage de l'écriture d'un roman. Donc ça, c'était le tout début de mon idée par rapport à ce projet. Je l'ai parlé avec Francesca, je lui demandais, tu sais, ça serait intéressant de travailler sur l'écriture de ton nouveau roman, de te suivre dans tes recherches. Et à ce moment-là, quand il m'a raconté les sujets de son prochain roman, donc celui-là, je me suis dit que ça pouvait être effectivement la bonne thématique pour faire un travail de ce genre, parce qu'évidemment, c'est pas que les sujets, ça s'est prêté très très bien à cette idée qui est derrière tout ça. Donc, disons que le tout début du projet n'est pas né par l'intérêt spécifique à la thématique historique, mais évidemment, comme je suis rentrée là-dedans par le travail de Francesca, j'étais complètement passionnée par les contenus, donc l'histoire. J'étais totalement ignorante sur le sujet et ça a été pour moi une raison encore plus forte pour faire ce film, parce que je me suis dit moi je me vois pas comme peut-être évidemment je suis pas historienne, je suis pas j'étudie pas ce sujet, je suis une personne qui s'occupe de cinéma, mais c'est quand même intéressant que cette ignorance que moi j'ai sentie sur moi, c'est partagée avec énormément de mes compatriotes, donc énormément d'Italiens, ils ne connaissent pas ce sujet. Et donc, c'est une très bonne raison pour aller explorer cette partie de l'histoire qui, effectivement, n'est pas très racontée en Italie. Surtout pour les Italiens, en ce moment, c'est très important d'aller là-dedans. Donc, je me suis trouvée, en fait, confrontée à des informations, des choses que je ne connaissais pas du tout et qu'à travers le cinéma, à travers le film, à travers le travail de Francesca, j'ai pu connaître et rentrer vraiment là-dedans, surtout par l'image, parce que bon, mon travail se réalise par l'image, par les archives, par les témoignages, disons l'impression très directe, pas en étude, disons, intellectuelle, mais une confrontation même physique avec comme les journaux, les figurations, les disques de Mickey Mouse qui dit qu'il faut tuer. Donc tout ça, c'était très très fort pour moi et c'était vraiment une plongée dans quelque chose que, je dois dire, je ne connaissais pas. Et donc c'était très intéressant pour moi. Et comment le film a été perçu à sa sortie en Italie et en Europe? Je dois dire que, surtout en Italie, il n'a pas circulé tellement à l'étranger, il y a eu des projections en France, en Angleterre, mais en Italie, je dois dire qu'il a tourné beaucoup et j'ai rencontré beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui ont une histoire qui, quelque part, ça ressemble à celle de Francesca, c'est-à-dire d'avoir dans sa propre famille quelqu'un qui a fait partie de cette histoire et qui il n'a pas osé vraiment se raconter et raconter aux autres. J'ai eu chaque projection, presque chaque projection, j'avais quelqu'un qui après la projection venait chez moi et me dit « Oui, tu sais, ce film m'a frappé parce que mon père, mon grand-père, ma tante... » Ils ont eu une histoire pareille et moi je voudrais savoir plus, je voudrais rentrer là-dedans. Donc c'est quelque chose qui appartient à beaucoup de gens. Je pense pas seulement en Italie, je pense que ça appartient à beaucoup de gens partout en Europe. Et c'est une nécessité que je pense on a tous. On a tous, soit qu'on est directement confronté par notre famille, soit qu'on est un peu plus de manière indirecte, mais
je pense que c'est vraiment quelque chose qui est... On est arrivé, je pense, au moment qu'on ne peut pas s'empêcher de se confronter à ça. En Italie, je parle de l'Italie, évidemment, c'est beaucoup sur la question de la migration, parce que la confrontation avec des peuples qui sont là met en jeu toute cette question culturelle, non? de l'approche qu'on a vis-à-vis de ça. Ça met en question beaucoup de choses. Donc je pense que ça, c'est l'occasion historique pour prendre en main un peu tout ça et réfléchir et réécrire un peu les choses. Quelle est la situation en France et en Belgique pour lutter contre cette méconnaissance du passé colonial au niveau des écoles et des médias? Moi, je travaille pour une structure qui a 40 ans d'existence et qui a commencé il y a déjà 35 ans avec une autre structure française, la CHAC, que vous connaissez peut-être, notamment par la figure de Pascal Blanchard, dans les années 80, donc c'est très très tôt, à interroger les représentations coloniales, à interroger les stéréotypes, à interroger cette matière qui était constituée de la propagande coloniale et donc du discours colonial. Mais les choses, en tout cas, se sont accélérées pour la Belgique et j'ai l'impression aussi pour la France il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est clairement dû au travail des associations dites afrodescendantes, mais aussi au travail d'associations et d'universitaires qui se sont alliés. Mais on est encore dans un terrain extrêmement compliqué. Il y a énormément de productions universitaires, comme en France d'ailleurs, mais qui restent en vase clos dans les universités. Et ça, c'est une des réalités très concrètes. C'est que cette vulgarisation doit encore se faire. Comme dit souvent Elika Mokolo, je suis historien, mais j'invite tout un chacun à l'être et tout un chacune à l'être, car tout le monde peut être historien. Et en regardant le film tout à l'heure, en revoyant le film, moi je pense que cette dame qui est dans la grotte est une grande historienne, puisqu'elle raconte l'histoire de son pays au travers des résistances coloniales. Donc il y a tout un travail encore qui reste à faire, il y a toute une matière aussi à travailler. Et je veux juste le dire, on a coécrit le livre avec Elikia, on a fait une exposition, on est parti à la recherche des archives, on a tout trouvé. Donc je pense qu'aujourd'hui on est sorti de ce temps où les archives étaient opaques, où on refusait l'accès, où du temps d'Elikia, il rentrait dans les archives, on lui prenait son carnet à la sortie pour lire ce qu'il avait pris comme note. Tout ça, c'est fini. Je pense qu'en France, c'est la même chose. Il y a un accès. Maintenant, il y a beaucoup d'archives, énormément de matière, et il faut se mettre au travail. C'est très clair. Alors quand je dis qu'il faut se mettre au travail, il y a des universitaires, mais il y a aussi des citoyens et des citoyennes. Je pense que ce que fait l'héroïne dans ce film, c'est aussi sa part de travail au niveau des archives, au niveau peut-être familial, mais aussi national. Elles sont ouvertes à tous et à toutes ces archives, donc je crois qu'on peut y aller. Après, on a la chance d'en faire un métier, parce que c'est passionnant. Mais je crois qu'on peut aussi aller vers ces archives. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est qu'il reste à raconter une histoire nationale, des histoires nationales, vis-à-vis de ces colonisations, qu'elles soient françaises ou belges. Et tant qu'on ne fera pas ce travail, on ne rentrera pas dans une décolonisation mentale. Et quand je dis on doit faire ce travail, c'est nous, enfants, fils, filles d'Européens ayant colonisé. Pour l'instant, ce travail, il provient essentiellement des associations afrodescendantes, parce qu'ils sont les premiers concernés de discrimination en lien avec ces images coloniales, avec cette histoire coloniale. Et donc, ce que je constate, c'est qu'on est peu, à part des chercheurs et des chercheuses, mais on est peu de blancs, comme dirait Turin, à faire ce travail vis-à-vis de cette histoire coloniale. Donc, il y a cette idée-là, et puis j'en terminerai par ça, par rapport à ta question. Il y a ce travail artistique qu'on voit très bien dans ce film et qui est très important. Comment est-ce qu'on raconte une histoire qui peut être irracontable, c'est son cas, puisqu'elle découvre que son père était fasciste, mais qu'en plus il était colonialiste, si d'aventure les deux termes doivent se dissocier, et qu'elle le transforme dans un bouquin qui fait plus de 500 pages, que je vous invite à lire, qui est magnifique, parce qu'elle n'a trouvé que cette façon-là, c'est ce qu'elle dit, hein, de raconter l'histoire familiale, de raconter au travers de l'histoire familiale un système, une histoire nationale, avec ses démembrements jusqu'à aujourd'hui. Alors j'en viens à quelque chose de tout à fait stupéfiant en Belgique, pour vous dire où on en est.
c'est qu'en Belgique, il y a extrêmement peu, c'est extrêmement rare de trouver un roman, un film de fiction ou même un documentaire qui traite de la question coloniale. Donc ça veut dire deux choses. Option A, les artistes sont empêchés de le faire, ou en tout cas soit empêchés intellectuellement, soit de façon structurelle. Ça peut être une hypothèse. L'autre cas, c'est que les Belges n'ont pas forcément encore envie de parler de leur histoire coloniale parce que ça les arrange de façon consciente ou pas. Et donc, je pense que quand on aura beaucoup plus d'expression artistique vis-à-vis de cette colonisation, comme c'est, je pense, un peu plus le cas, mais timidement plus en France, je crois qu'on pourra déjà ouvrir d'autres imaginaires, parce que c'est ça, l'expression artistique, c'est l'ouverture d'imaginaire. Je vais développer un propos en complétant celui de Julien. Dans le film, on a un leader fasciste qui prend la parole et qui dit « Nous avons, je pense, je le dis de mémoire, une capacité naturelle à la domination ». Et en fait, quand j'écoute le débat sur Lilian Thuram, c'est ça. Le colonialisme ne tombe pas de nulle part. Le colonialisme vient de cette volonté de domination qui existait depuis l'esclavage, depuis bien avant. Et donc, cette volonté de domination permanente qui existe, lorsqu'on parle de l'histoire coloniale, elle est ébranlée, en fait, quelque part. Et disons, la situation en Belgique et la situation en France sont comparables dans la mesure où il y a ce impensé colonial qui existe encore, c'est-à-dire cette pensée latente qui entraîne un complexe de supériorité, c'est-à-dire quand on voit encore ce qu'on dit sur les pays africains aujourd'hui, même des gens qui vous disent « je ne suis pas raciste parce que je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie des races », on va vous dire quand même qu'il faut intervenir en Afrique parce que les Africains sont en retard ou sont arriérés, etc. Et donc, il y a un travail en Belgique qui n'a jamais été fait. C'est celui d'ouvrir ce couvercle qu'on a mis sur l'histoire coloniale de l'indépendance. C'est comme la guerre d'Algérie en France, dont on a refusé de parler pendant des années, en fait. Et donc, à partir du moment où on refuse d'ouvrir le couvercle sur une histoire qui est faite d'horreur, qui est faite de domination, et qui est faite de remise en cause de l'humanité, de celui qui colonise, parce que c'est ça le véritable problème, comme Aimé Césaire le disait dans son discours sur le colonialisme. En fait, en réalité, le blanc, comme il dit dans son discours, c'est lui qui a fait Hitler, en fait. Parce que quand il appliquait les méthodes d'Hitler aux populations qui ne sont pas européennes, eh bien, il trouvait ça normal. Et quand Hitler a commencé à appliquer les mêmes méthodes sur les populations européennes, là, on a considéré qu'Hitler, on a tout déchargé sur Hitler. On a considéré que Hitler était l'horreur absolue. Or, cette horreur, les Africaines et les Africains l'ont vécue pendant des siècles. L'Europe ne l'a vécue que pendant quelques années, en réalité. Et donc, moi, quand je prends cet exemple, les personnes qui, en Belgique, font ce que j'appelle du révisionnisme historique, je leur mets en face le miroir, c'est-à-dire le miroir d'Hitler. Et là, c'est beaucoup plus difficile à encaisser. On se rend compte de ce que les Africaines et les Africains encaissent depuis des années. C'est-à-dire de dire que quand on met en cause la supériorité, le complexe de supériorité, parce que je pose la question de savoir, par exemple, la hiérarchie des races, où est-ce qu'elle est née? À partir du XVIe siècle. Tout part d'ici. Donc si nous ne sommes pas en capacité, à l'école, et c'est pour ça, moi en tant que député et avant en tant qu'activiste, nous avons lutté et nous luttons toujours pour que cette histoire soit structurellement enseignée. Pas seulement dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Parce que les parents, les grands-parents ont été imbibés par cette propagande coloniale qui se trouve dans le livre et que je vous incite à observer, qui
qui vous donne un panorama de la manière dont les gens ont été conditionnés. Parce que les victimes, ce ne sont pas seulement les colonisés, ce sont aussi les colonisateurs. On leur enlève leur humanité, quelque part. Lorsqu'ils trouvent normal qu'on massacre des gens, on leur enlève leur humanité. Ce sont aussi des victimes. Et donc je terminerai juste la réponse à ta question par cette anecdote, pour vous montrer jusqu'où le problème va. Moi j'étais enseignant, j'ai un ami dont l'enfant était à la crèche, en maternelle, pardon, et un jour l'enfant arrive et refuse de manger son fruit préféré qui est la banane. Donc pendant 2 semaines, l'enfant refuse de manger de la banane, noir, un enfant noir, refuse de manger de la banane qui est son fruit préféré. Et donc au bout de 2 semaines, après des pressions, après toute une panoplie d'astuces pour l'amener à parler, il finit par expliquer que c'est son ami, tous ces gamins ont 3 ans, qui lui dit que s'il continue à manger des bananes, lui va l'appeler singe parce que c'est un singe et que les Africains sont des singes, et quand ils mangent des bananes, ils ressemblent à des singes. 3 ans. Le papa, énervé, va à l'école, à la maîtresse, et la maîtresse lui dit « mais c'est pas ma faute ». En réalité, c'est son grand-père qui a connu la colonisation, qui a vécu au Congo, et il est notoirement connu dans le quartier, qui transmet ses idées à ses enfants, à cet enfant. D'où cet enfant peut tirer cette histoire. Et donc ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement à l'université ou à l'école, ou dans le secondaire, ou à l'école primaire. C'est presque dès la maternelle qu'il faut structurellement enseigner cette histoire et sortir les enfants, avoir un plan générationnel pour arriver à un changement de mentalité. Je vais commencer par une intervention. À un moment donné dans le film, on demande à quelqu'un qui aurait connu le père de l'écrivain, on parle avec lui et lui il explique, mais le fascisme c'est une mentalité. C'est une mentalité. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a jugé les hommes, mais on ne s'est pas attaqué à la mentalité. Et pour en revenir à ce que dit la réalisatrice, on le vit maintenant avec cette montée des extrêmes, et notamment des extrêmes droites partout en Europe. C'est la conséquence du fait qu'on ne s'est pas attaqué aux mentalités. Et pourquoi on ne s'est pas attaqué aux mentalités? Parce qu'on n'a pas voulu se regarder dans la glace. On n'a pas voulu affronter notre passé. Or, toute civilisation, toute personne est le résultat de son passé. On est une culture parce qu'on a un passé, on vient de quelque part. Si on n'affronte pas son passé, on ne pourra pas évoluer et aller vers l'avant. L'Europe n'a pas voulu affronter son passé colonial et pré-colonial, parce que c'est quelque chose qui a commencé il y a plus de 6 siècles, parce qu'à la différence de l'esclavage, on peut dire arabe, l'esclavage occidental a été un système, on peut dire, beaucoup plus vaste, intense dans le temps et économiquement beaucoup plus dévastateur et aussi en termes environnementaux, et qui a eu un impact. Ce qu'est aujourd'hui l'Europe, c'est le résultat de ces 4 siècles d'esclavage, de la colonisation. Aujourd'hui, si on retrouve les plus grandes banques en Europe, c'est parce que il y a eu l'esclavage et qu'on a pu utiliser une main-d'œuvre qui n'était pas payée et qu'on a pu accumuler un capital. Si aujourd'hui, comme il dit, ce petit garçon ne veut pas manger sa banane, c'est parce qu'on a même de manière inconsciente des comportements et des dires qu'on perpétue dans les familles. Moi, je reviens toujours à un test qui avait été fait, qui avait été initié dans les années 50 aux États-Unis par un psychologue noir. Il le test des poupées, ces fameuses tests de poupées, une poupée blanche, une poupée noire. C'était un psychologue noir, il s'appelait Clark. Et alors, il a demandé à des petits-enfants de maximum 5 ans de désigner, il y avait une poupée blanche et une poupée noire, de désigner, par exemple, laquelle des 2 poupées est la plus belle. La majorité des enfants disaient la blanche. Et quand on dit à qui tu ressembles, ils montrent la noire. Donc ça veut dire que eux-mêmes, c'est-à-dire, moi je veux passer là à la phase de l'intériorisation par ces afro-descendants et même par les Africains sur le continent africain, du fait qu'eux-mêmes, quelque part, sont inférieurs ou réagissent, ont assimilé cette espèce d'infériorité. Ils ne peuvent peut-être pas la trouver normale, mais comme pour pouvoir survivre dans la société dans laquelle ils sont, ben ils se disent, il faut que je m'assimile
au blanc, il faut que je fasse comme le blanc. Donc d'où toute la problématique de se décolorer la peau, de se faire des tissages au point de perdre ses cheveux, de ne pas se trouver jolie parce qu'on a les lèvres épaisses ou on a un nez de type négroïde comme le mien. Et ça, aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment. On ne parle pas suffisamment du fait que si on n'enseigne pas cette histoire-là dès le départ, au plus bas âge, dès la maternelle, si on ne forme pas le personnel pédagogique, si on ne passe pas des émissions à la télévision, et si ça ne devient pas une problématique nationale, bah, à un moment donné, la société même dans laquelle on vit ne pourra plus évoluer. Elle va stagner, il va y avoir implosion. Et aujourd'hui, on le remarque avec ce développement des extrêmes, surtout qu'il y a en même temps toute cette crise économique qui fait que les gens sont de plus en plus déboussolés. Je suis d'accord et je vais même appuyer que j'ai vu dernièrement un dessin animé sur YouTube où une jeune princesse qui subit un sort, donc c'est une jolie princesse, et à partir du moment où on lui jette un mauvais sort, elle devient noire. Donc il y a quand même effectivement jusqu'aujourd'hui une perception quand même de supériorité du blanc par rapport au noir qui est véhiculée dans les dessins animés, dans les manuels, dans les livres pour enfants parfois même encore. Oui, mais à tous les niveaux. C'est voilà. Comme par exemple dans les programmes de grandes institutions d'aide au développement, cette problématique n'est pas prise en compte. Par exemple, on a toute une série de cadres dans lesquels on doit intervenir. Moi, je l'ai vécu quand j'ai été au Libéria ou bien quand j'étais en Sierra Leone, c'est-à-dire on a des schémas préétablis qui ont été décidés à très haut niveau, qui ne tiennent pas compte des problématiques nationales et de la réalité historique de ces pays et des interférences avec des pays externes. Et alors on impose ces schémas-là. Et puis en fait, les programmes sont des échecs. Ces programmes de réinsertion sont des échecs. Et on le voit bien au niveau de l'Afrique. Ça fait 50 ans qu'il y a des programmes de développement, qu'il y a une aide au développement. Quel est le résultat? Et pourtant, on utilise l'argent du contribuable. Mais cet argent du contribuable, depuis 50 ans, n'a servi à rien. On va peut-être commencer avec une première question dans le public. Cette idée qui a été fabriquée à un moment donné, parce que il était clair que beaucoup de gens en Europe, à la fin du XVIe siècle, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe, ne comprenaient pas que des hommes aillent, des Européens donc, aillent sur la côte d'Afrique, prendre d'autres hommes de force, les emmener aux Amériques, les vendre et les faire travailler comme des esclaves. Donc il a fallu justifier la chose injustifiable en disant qui est une idée reçue aujourd'hui, c'est pas nous les Blancs qui allons acheter des nègres, c'est les nègres qui vendent des nègres aux Blancs. Ça c'est un truc qui me révolte. Parce que d'abord, c'est faux. Les premiers esclaves qui ont été présentés à Lisbonne, à la fin du XVIe siècle, ont été rasiés sur les côtes du Sénégal. Et nous avons des textes de portugais, de lisboètes, qui disent « c'était affreux de voir ces gens noirs, différents de nous, pleurer, se rouler par terre, voulant se suicider parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, dans un marché où on les vendait comme du bétail. » Donc, prenons garde au fait que les histoires d'injustice produisent des mythes. L'un des mythes les plus mauvais, c'est l'idée selon laquelle les Noirs ont vendu des Noirs. Les Noirs sont des humains, comme tous les humains. Et donc, on n'imagine pas que quelqu'un, un roi, peu importe. D'abord, les rois africains, à la fin du XVe, n'étaient pas des monarques absolus. Qu'on imagine qu'un roi prenne quelqu'un et aille le vendre. Vous pensez que les parents de ce quelqu'un vont laisser un type venir prendre leur frère pour aller le vendre? C'est une idée qui est parfaitement absurde et qui est un mensonge. Moi, quand je suis arrivé à Lyon, si finalement j'ai décidé de devenir historien, c'est parce qu'un dimanche, le père d'un de mes amis me dit « Elika, viens, je vais te présenter ce qu'est pour nous l'Afrique ». Il m'a amené à une quarantaine de kilomètres de Lyon.
Mais tu vois ces croix qui sont là, ce sont des Noirs qui ont été assassinés en 1940. C'était des Sénégalais qui sont venus ici comme des soldats. Le village de Chasselet a été occupé par des SS. La plupart des gens étaient terrorisés, cachés dans leur maison, et il y avait des soldats sénégalais qui étaient là. Les chars allemands ont roulé sur leur corps. Personne n'est sorti de chez lui pour leur venir en aide. Il dit, pour moi, l'Afrique, c'est ça. Le fait que ces gens-là sont venus chez nous, ont été massacrés par les Allemands, personne n'a rien fait. Ceux de ces Sénégalais qui étaient ailleurs, qui ont survécu, sont rentrés chez eux à Dakar, en 1944, on les a mis dans un camp, et ils ont été massacrés par leurs camarades français. C'est le massacre de Tiaroy. Et donc il dit ceci, qu'on trouve aussi chez d'autres, entre vous et nous, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que nous voulons vous tuer. Donc entre vous et nous, c'est à qui tuera l'autre. Et Tocqueville, quelque part dans son livre de la démocratie en Amérique, dit ceci, entre les blancs et les noirs, c'est à qui tuera l'autre. Ça vient d'où ça? Ça vient de ce que, à un moment donné, dans des circonstances données, pour produire du sucre, on a fait ce commerce triangulaire, qui, dans la tête de ceux qui l'ont pratiqué, est une sorte de faute fondatrice. Je veux dire, dans la tête d'un certain nombre d'Européens et dans la tête d'un certain nombre d'Africains qui ont participé, bon gré mal gré, à cette affaire. Donc tous les ans, il y a un peu partout des cérémonies de commémoration pour laver cette espèce de honte fondatrice sur laquelle la plupart des gens ne sont pas informés. Donc il faut dire les choses. Moi je suis d'accord avec ce qu'on vient de voir, c'est que nous les historiens, on raconte des trucs très logiques, très... Enfin, ça se fait comme ça, comme si ça devait se faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut que l'imagination s'empare de ces faits et explique des choses qui sont inexplicables et inacceptables. La raison pour laquelle je me dis parfois que des romans, des films, des BD sont peut-être la meilleure manière de dire attention, ces choses-là, c'est des choses que des humains ne peuvent pas faire aux humains, nous les avons faites. Et il faut faire en sorte que ça ne se refasse plus. Parce qu'aujourd'hui, moi je viens du Congo, pour avoir du coltan, les entreprises sont prêtes pour avoir 10 kilos de coltan, de tuer 100 personnes, 1000 personnes. Donc, comment dire, c'est une histoire difficile, mais je crois que nous devons tout faire pour expliquer que c'est arrivé dans certaines circonstances, ça peut revenir dans d'autres, et nous devons faire la pédagogie nécessaire pour que ces choses-là ne se reproduisent plus. Moi, je n'accepte pas ces trucs absurdes, selon laquelle il y a eu en Afrique cette chose inimaginable que des rois aient vendu leur sujet. Pour moi, c'est une antinomie qui ne peut pas être acceptée, qui ne doit pas être dite. Tout à fait d'accord avec vous, Elikia. Ça fait partie des mythes qui sont véhiculés, pérennisés jusqu'à nos jours. Tout à fait d'accord aussi avec ce qu'a dit tout à l'heure Calvin à propos d'Hitler. Je crois que c'est Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme qui explique que si l'occupation de l'Europe et notamment de la France par les armées nazies a été si violente, c'est parce que Hitler et ses sbires et ses séides ont transposé les méthodes coloniales à l'Europe et que nous les avons découvertes à cette occasion. Je pourrais vous parler des enfumages dans les Aurès dans les années 1870-1875, au moment de la grande révolte des Aurès, comment on a procédé. À l'époque, on n'avait pas encore inventé les gaz chimiques, mais on procédait à l'enfumage des grottes et des tribus entières étaient décimées de cette façon. Je pourrais, et je m'arrêterai là, je vais quand même mentionner, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu dans le film, c'est très fort, ces massacres de villages entiers, c'est vraiment très fort. Mais je voudrais quand même rappeler, parce qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école, et il y a très peu de Français qui le connaissent, ce qu'on a appelé la fameuse colonne Chanoine-Voulet, ou Voulet-Chanoine. C'est-à-dire une colonne
qui partait à la découverte de l'Afrique, qui a progressé du Niger jusqu'en direction du lac Tchad. Pendant 6 mois, ils ont massacré sur leur route, décimé, détruit des villages entiers, à tel point que le gouvernement a dû ordonner leur arrestation pour empêcher la continuation de ces exactions. En ce qui concerne la Belgique, les scientifiques s'accordent à peu près pour dire que 2/3 des familles en Belgique sont concernées de près ou de loin par la colonisation. Je parle du Congo en Belgique, du Rwanda ou du Burundi. Il y a 2/3 de la salle qui lève la main, qui a déjà entendu parler de la colonisation dans un milieu familial. Donc, cette relation affective à la colonisation, c'est déjà quelque chose d'extrêmement fort qu'on ne trouve pas en France. Alors, quand je dis cette relation affective, c'est qu'il y a un tonton, une maman, un papa, un grand-père qui est parti dans ses fonctions coloniales, qu'elles soient privées ou publiques, et qui est revenu, avec qui on a échangé des lettres, avec qui a ramené des souvenirs, qui a ramené des légendes, qui a ramené des mythes, qui a ramené des masques dans les maisons. Tout ça est maintenant au grenier, et ces maisons sont aujourd'hui déménagées pour cause de décès, et les nouvelles générations se demandent bien ce que foutent ces masques dans les greniers. Et j'en viens à une dernière anecdote, après vraiment j'arrête, qui concerne directement le film. On a, de façon nationale, le cas du papa de cette autrice en Belgique. Alors là où ça devient très compliqué, c'est que le monsieur dont je vais parler maintenant s'appelle Hergé et qu'il fait partie de l'identité nationale belge auquel il ne faut pas toucher. Et c'est là aussi où on observe une différence avec la France, c'est que la construction de l'identité belge, je vous rappelle que la Belgique naît en 1830, la première trace de colonisation c'est 1872, 1874, bien avant la conférence de Berlin. Et donc cet effet-là d'un pays jeune qui va coloniser l'autre et qui va se construire une image vis-à-vis de l'autre, je vous rappelle que la Belgique c'est rien identitairement parlant à la base. C'est 3 communautés qu'on fout ensemble et qui n'ont certainement pas envie de vivre ensemble. Et que cette colonisation, par la définition de l'autre et donc de soi-même, ça il faut quand même le rappeler, quand je définis l'autre, je me définis par rapport à l'autre et donc je me définis moi-même, eh bien on va construire une identité nationale. Alors qui est Hergé ? Je vous la fais en condensé. Il y a un très bon livre qui s'appelle Les guerres d'Hergé qu'on vous conseille avec Elika, qui est paru chez Aden Édition, qui est une petite édition militante en Belgique, qui reste quelque chose de très confidentiel, mais qui raconte toute cette histoire. Hergé, c'est un gars qui commence par ouvrir le courrier dans un journal catho de Bruxelles qui s'appelle Le 20e. Et il rencontre le rédac-chef de ce 20e, qui s'appelle Norbert Wallet, qui multiplie les allers-retours en 1922 entre Bruxelles et Rome et qui multiplie des entretiens avec des hauts dignitaires fascistes de l'Italie, qui voue une adoration infinie envers les fascistes de l'Italie et bientôt les nazis, qui est un grand copain d'un monsieur qui va créer un parti rexiste en Belgique et qui va influencer très clairement Hergé dans au moins les 3 premiers albums que sont Tintin chez les Soviets, Tintin au Congo et les suivants. Puisque je vous rappelle que ces albums ne sont pas à la base des albums, mais des espèces d'épisodes. Hergé va dessiner, il va d'ailleurs s'en expliquer après la guerre, parce que je vous rappelle aussi qu'Hergé, c'est peu connu, a dessiné dans ce qu'on appelait le soir volé, je vous la fais très courte, mais pendant la collaboration belge, parce qu'il y a eu une collaboration belge, le soir, qui est toujours en place aujourd'hui, a collaboré avec l'occupant, c'est-à-dire que la rédaction soutenait l'occupation, collaborait directement, communiquait vis-à-vis de l'occupant. Les caricatures que fait Hergé dans le soir, c'est des caricatures proprement parlées, elles ressemblent à la scène de Liat Moix, elles sont antisémites. Quand Hergé, quand on libère le pays, quand les résistants mettent fin à l'occupation allemande, Hergé est quand même inquiété 3 jours, et on va effacer sa dette parce que Tintin le sauve. Il faut être très clair là-dessus. Tintin est déjà une vedette en Belgique, il est une vedette dès 1932. Et donc, on efface la dette, et on raconte cette légende, et on la retrouve dans le film, c'est ça extraordinaire. On dit, Hergé a fait une erreur de jeunesse, et en 1945, il a réfléchi. En janvier 2019, on ressort Tintin au Congo, version 1930, c'est-à-dire la plus raciste de toutes les versions. On se trouve dans la salle de l'hôtel de ville de Bruxelles qui accueille cette grande parade cérémoniale en janvier 2019. Il y a là 155 journalistes de la presse entière. Personne ne va poser une question sur le colonialisme. En Belgique, il y a un véritable problème, c'est la perte de la vache à lait, dans la mesure où la France avait un empire
Donc elle pouvait tirer ses revenus de plusieurs parties du monde. Il y avait un face-à-face, un mano à mano entre la Belgique et le Congo. Même si le Congo, tel qu'on la République démocratique du Congo, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avait une histoire dans la mesure où c'est le rassemblement de plusieurs empires et royaumes qui existaient et qui étaient très bien organisés avant l'arrivée des Portugais, puis des Belges, etc. Donc, on va dire que le fondement, Julien parlait tout à l'heure de la nostalgie liée à cette forme d'attachement au Congo par les familles, il y a aussi tout le bénéfice financier qui venait du Congo. Et il n'y avait que cette source d'approvisionnement. Donc à partir du moment où cet État petit, qui fait 80 fois moins que l'État qui l'a colonisé, perd sa seule source d'approvisionnement, sa seule source de rayonnement dans le monde, il y a là une sorte d'aigreur nationale qui s'installe et qui fait qu'à un moment donné, les politiques, à commencer par la famille royale, qui fait partie de ces institutions-là qui ont été motrices de la colonisation, décident de mettre un couvercle là-dessus et de faire comme si ça n'a jamais existé, dans la mesure où il y a ce sentiment de revanche sur cette perte, sur cette indépendance arrachée par les Congolaises et les Congolais, qui est de l'ordre de on n'en parle pas, sinon quelque part, il y a cette aigreur qui va remonter. Et donc, ça c'est quelque chose, mais il y a aussi la volonté de cacher énormément de choses. Hein, par exemple, très peu de gens savent que si la bombe atomique a existé, c'est en partie à cause de la Belgique. L'uranium et le radium qui sont enrichis en Belgique, dans les laboratoires en Belgique, et qui sont fournis aux États-Unis, vient de qui? Et vient d'où? Du Congo et de la Belgique. Donc c'est la Belgique qui fournit cet uranium aux États-Unis en premier. Et donc, il y a là ce que nous considérons comme étant une volonté, un traumatisme national. C'était un véritable traumatisme national. D'ailleurs, certains historiens nous disent qu'en 1960, quand les colons ont quitté la plupart ont quitté le Congo pour revenir en Belgique, c'est l'année où les psychologues ont eu le plus de travail en Belgique. Dans la mesure où vous êtes des seigneurs là-bas, c'est-à-dire que tout le monde vous porte au pinacle, et puis vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, parce que ces gens venaient en vacances. C'était des rois là-bas. Ils arrivent en Belgique, et puis personne ne les regarde. D'ailleurs, ils n'ont pas de logement. C'est comme les pieds noirs quand ils arrivent ici. Mais dans une dimension encore plus dramatique. Et donc, tous ces éléments mis ensemble, y compris des éléments financiers très très importants, parce qu'on ne le dit pas assez, la dette du Congo actuelle, mais quand on négocie, et je parle sous le contrôle de l'IKEA, quand on négocie à la table ronde économique, la Belgique, de manière tout à fait scandaleuse, refile la dette qu'elle a contractée lorsqu'elle colonisait le Congo à l'État congolais, à l'État neuf congolais. Et donc il y a tout ce... je veux dire, dans la question coloniale, pourquoi on ne veut pas ressortir tout ça? Julien parlait de la France est en avant. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est-à-dire il n'y a pas de reconnaissance? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, comme on l'a fait au Canada vis-à-vis des aborigènes, on l'a fait en Australie et dans d'autres pays, pourquoi est-ce que la France aujourd'hui ne fait pas ce travail? Et comme la Belgique, ils ne veulent pas faire ce travail d'aller au fond des choses et de voir quels sont les dossiers qui causent problème. Tout simplement. Et des politiques nous l'ont dit, parce qu'on a peur qu'un kidam, dans un village africain, un jour, se lève et dit, sur la base de ce que vous avez reconnu, je demande réparation et je porte plainte. La dimension capitaliste, financière, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier. Moi, je n'aime pas trop qu'on fasse la comparaison entre les colonisations, dans la mesure où elles avaient le même souci. C'est-à-dire un souci capitaliste d'exploitation de l'humain pour de l'argent.
Et quels que soient les degrés, c'est le même système. Et c'est le même système. C'est assez drôle de voir comment on a traité la Grèce récemment. Parce que ce que les gens vivent ici aujourd'hui, les Africains le vivent depuis des années et des années, depuis des décennies. Et donc ce système capitaliste, concurrencé par les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, quand ils n'arrivent plus à faire les marges bénéficiaires qu'ils faisaient avant, parce qu'ils avaient accès aux ressources naturelles de manière tout à fait gratuite, qu'est-ce qu'il fait? Les marges bénéficiaires, il va venir les trouver ici. Elika parlait des humains et des humains, donc si on n'arrive pas à reconnaître la souffrance de l'autre, parce qu'on l'animalise quelque part, eh bien, un jour, on va se réveiller ici et on va voir que ces mêmes instruments qu'on a utilisés pour dominer les autres, on va les utiliser pour nous dominer ici. Il y a plusieurs problèmes, évidemment. L'un des problèmes qui est donc l'outil par lequel on peut ouvrir la porte, c'est que les États africains, notamment ceux de l'espace francophone, assument la totalité de leur souveraineté. Cette souveraineté passe, entre autres choses, par la maîtrise complète et indépendante de l'outil monétaire, le franc CFA. Le franc CFA a été une sorte de chaîne esclavagiste après coup pour maintenir les États africains sous le contrôle du trésor français. Et chacun sait que quiconque propose la modification des règles du fonctionnement de ce franc CFA, ou se fait assassiner, ou se fait virer dans son emploi, ou on l'éjecte pour aller voir ailleurs. On sait qu'un grand nombre de responsables africains, arrivés au pouvoir par la fraude, par la violence et par d'autres mécanismes dans lesquels les États occidentaux ne sont pas étrangers, ont intérêt que les choses continuent à fonctionner de cette manière. Donc il y a à la fois de l'imagination à mettre sur pied pour trouver les astuces pour en sortir. Il y a peut-être aussi des outils juridiques qu'il faut utiliser pour lesquels chacun des États africains pris individuellement n'est pas capable de les mobiliser. Et s'il s'agit de construire cette solidarité, le Bénin dira que il tient pas trop, le Cameroun dira peut-être oui, et puis non. Donc il y a des sortes de chaînes liées à l'instrumentalisation coloniale et néocoloniale qui fait que l'indépendance d'esprit n'est pas entière. Je voudrais rappeler, j'ai une fille qui a travaillé avec moi sur cette question, que l'une des choses importantes des années 58-65 environ, c'est que tous ceux des Africains qui ont voulu organiser cette indépendance ont été assassinés. Ils ont tous été assassinés. Donc, assassinés chez eux ou assassinés en Europe. Donc, je crois que les nouvelles générations africaines, me semble-t-il, ont de plus en plus d'audace. Nous avons sur cette table des représentants de cette nouvelle génération, et je crois que ce travail conduira un jour à cette indépendance. Mais à mes yeux, tant que les fondements historiques de la dépendance, du sous-développement, etc., ne sont pas analysés, ça sera toujours, nous les Noirs, on est maudits par Dieu, descendants de Cam, machin truc, etc. Et on n'arrivera jamais à s'en sortir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas plus mal qu'il y ait cette jeunesse africaine en Europe qui s'intègre dans les dynamiques européennes et qui peut, à partir d'ici, dire à ceux-là, oui, vous pouvez y aller.
puisque les États européens eux-mêmes, entre eux, avaient des relations d'hégémonie desquelles ils ont réussi à s'émanciper. Par rapport aux archives, donc nous, comme vous avez pu voir, en fait, toute l'opération Éthiopie, c'était pour le régime fasciste vraiment les moments médiatiques plus importants en fait, de son parcours. Donc ils ont filmé tout, du début à la fin, les préparations des armées, toutes les opérations militaires, etc. Donc on a des archives immenses sur ça parce que ils étaient très, très bien organisés sur le terrain. Et moi, personnellement, j'ai eu l'accès, parce que tout le monde peut avoir l'accès, c'est tout à fait ce qu'il disait Julien. Et maintenant, on n'a plus des excuses par rapport à ça, parce que les archives, en général, sont tout visibles partout. Les problèmes, ça peut être à la limite une question financière, parce que les archives sont chères. C'est là, moi j'ai... L'Institut Toulouche, elle est rentrée en coproduction avec les films, avec ses archives, donc j'ai pu me permettre, disons, d'utiliser les archives parce qu'ils ont rentré en coproduction. Mais à niveau de l'accès aux images, il n'y a aucun problème, et je pense que disons que par rapport à ces sujets, nous on a la chance qu'il y a eu énormément de documentation parce que c'était vraiment l'instrument de la propagande idéale qui était très très bien utilisé à l'époque. Mais maintenant les choses un peu se reversent, donc ça peut être utilisé justement pour dévoiler la propagande. La Belgique est un des rares pays colonisateurs qui, avant de partir, a fait un pont aérien et a rapatrié l'entièreté des archives coloniales. Ça, c'est assez peu connu. L'AEF n'a pas fait la même chose, ils ont laissé les archives, ils les ont encerclées avec beaucoup de tas de sable, mais elles étaient là. Ici, on a des avions qui ont accidentellement disparu dans le Sahara, donc là, je lance un appel, si jamais il y en a qui se promènent dans le Sahara, vous allez certainement tomber sur les archives. Deuxième problème, les discours fondateurs, les archives fondatrices ont été confisquées. Le discours de Lumumba du 30 juin 60 a été confisqué par un administrateur belge, il traîne encore dans une famille en Belgique, et certaines le traquent. Et il faudra bien un jour qu'on discute aussi de ces choses-là. Et enfin, dernière chose, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais sachez qu'un certain nombre d'historiens et d'historiennes en Belgique considèrent les archives et les sources comme étant uniquement écrites, ce qui pose un certain nombre de problèmes quand on parle d'une colonisation qui débute en 1872 et où on peut se baser de façon assez sérieuse sur des témoignages. On parlait tout à l'heure du rêve du 7, donc le rapport Gazman est quand même quelque chose d'assez sérieux. Vous avez un certain nombre, et je pense que c'est une régression, un certain nombre d'historiens et d'historiennes qui reviennent à cette mentalité des sources écrites et qui ignorent totalement les sources orales et les sources autres que écrites. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc tout n'est pas non plus dans les archives. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que la meilleure archive du film qu'on vient de voir, c'est les gens qui parlent. En Belgique, on concentre en fait toute l'histoire sur un lieu, le musée, à qui on attribue des rôles scientifiques, historiques, anthropologiques, zoologiques. Donc vous avez dans ce musée des animaux, l'histoire des humains, la recherche, la botanique. Et lorsqu'on a décidé de le rénover, on a versé dans du sensationnalisme, comme ce que vous dénoncez, c'est-à-dire que sur l'enveloppe qui a été mise en place, il y a globalement entre 2 tiers et 3 quarts qui ont été mis dans les dorures, dans le clinquant, tout simplement dans cette logique capitaliste. Parce que les gens, quand ils sont au courant et quand ils sont informés de ce qui se passe, leur visite, déjà s'ils visitent ça, il y en a qui boycottent, et même quand ils visitent, ils ne visitent pas de la même façon. Ils ne visitent pas en consommant, parce que dans le musée, vous avez un restaurant chic qui coûte cher, vous avez plein de choses. Donc, quand les gens sont informés, leurs habitudes de consommation sont différentes.
de quand ils ne sont pas informés. Et donc, généralement, les gens qui vont là-bas, avec leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les tickets et directement, ils vont dans les salles où il y a les girafes empaillées, les lions empaillés, etc. Et donc, ce ne sont pas les blocs sur lesquels on a écrit l'histoire, où là aussi il y a à redire, dans la mesure où la manière dont on présente les textes est très ambiguë. Quand vous entrez dans le musée par l'ancienne entrée officielle, la rotonde, et il y a ces statues qui mettent en avant la Belgique a apporté la civilisation aux Congolaises et aux Congolais. Ça, on nous dit qu'on a contextualisé, on a mis une toute petite plaquette. Et donc quand vous n'avez pas de guide, et si le guide est honnête, s'il connaît bien son boulot, là vous avez de la chance. Sinon, si vous y allez seul, vous n'allez même pas comprendre que cette plaque qui est genre à 30 ou 40 mètres de la statue elle-même, elle a pour contextualiser. Et puis on a mis de l'art abstrait, des choses comme ça, qui font que les gens ne comprennent pas. Néanmoins, parfois, elles sont obligées de faire des concessions. Pourquoi? Parce que, et ça, je fais la transition avec la deuxième partie de votre question, soit parce qu'elles reçoivent des pressions venant de leur propre société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai été coordinateur d'un collectif qui s'appelle Mémoire coloniale contre les discriminations, qui a travaillé avec toute une série d'autres organisations, dans le but, pas de fédérer uniquement les afrodescendants, les noirs, mais aussi d'apprendre aux autres, blancs, les Belges d'origine sud-américaine, asiatique, etc., pourquoi il est important de s'intéresser à cette histoire. Et comment cette histoire les influence et influence leurs enfants, mais aussi dans leur relation avec leurs concitoyennes et concitoyens noirs. Ça a créé ce que j'appelle la massification. Ça a créé le fait que on peut faire une marche sur près de 10 km la nuit et que la police est obligée de venir nous encadrer et que ça fait aussi des gens qui votent et que lors de la campagne électorale, la décolonisation est devenue un thème de campagne. Et alors, on est obligé de faire des concessions. En Belgique, la Constitution dit que l'enseignement est libre. C'est-à-dire que vous pouvez décider de créer une école. Si vous avez les moyens, en respectant évidemment les programmes tels qu'ils ont été conçus par l'État. Et à un moment donné, on a commencé à voir émerger des écoles juives et des écoles musulmanes. Pourquoi? Ici en France, on va parler de communautarisme. Mais pourquoi? Parce que les personnes qui sont d'origine nord-africaine, musulmanes, se rendent compte que leur histoire n'est pas intégrée ou correctement intégrée. Et aussi bien au niveau historique, sociologique, anthropologique, n'est pas intégrée dans ce qu'on enseigne aux enfants. Et donc, je suis tout à fait d'accord que la solution n'est pas unique, c'est-à-dire celle de la pression sur les autorités, mais il faudrait aussi des initiatives indépendantes, et parfois même des initiatives venant de citoyennes et de citoyens qui peuvent, soit par des mécènes, soit par eux-mêmes, créer des choses. Nous avons une cellule de formation, nous avons des cellules de formation. C'est-à-dire que nous n'avons pas attendu l'État avant de commencer à notre petite échelle. Nous avons créé des choses et nous avons invité à plusieurs reprises le professeur et d'autres professeurs aussi qui viennent vulgariser justement cette histoire et donner une autre perspective que celle qui est donnée dans les écoles et la perspective officielle qui est donnée et qui est celle parfois de la manipulation. Et même lorsqu'on veut, sous la pression, donner la vraie version, on la donne à 23h lorsque tout le monde est couché à la télé, à travers un documentaire. Et donc oui, Arte fait des choses très importantes, mais combien de gens regardent Arte? Et c'est le véritable problème. C'est pour ça que Internet est bien, Internet a des défauts, mais la porte d'entrée de beaucoup de jeunes dans cette histoire aujourd'hui, c'est Internet. Et parfois leur réaction est violente, parce qu'ils se disent, mais en fait on a voulu me cacher des choses. À l'école, je n'ai pas appris ça, ou on ne me l'a pas assez appris, et là ils se révoltent. Ils se révoltent contre qui? D'abord contre eux-mêmes, et puis ensuite contre l'État. Moi j'ai des jeunes qui m'ont dit, moi ma carte d'identité belle, je l'ai parce qu'elle m'est utile.
Mais profondément, je ne me sens pas belge parce que, pourquoi ce qui fait ma citoyenneté historiquement ici n'est pas reconnu? Pourquoi on va me demander de me sentir belge si ce qui m'unit à la base à ce pays n'est pas reconnu? Donc voilà, donc je pense que effectivement, il faut être imaginatif, il faut trouver des moyens, et les cagnottes indépendantes ou les initiatives indépendantes sont aussi la solution, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aime bien ce que raconte Jean Ziegler, qui reste avec un autre monsieur qui s'est fait assassiner. Tout à l'heure, on nous disait, mais oui, mais alors l'Afrique, il faut qu'elle se prenne en main. L'Afrique avait des alliés. Curiel était un allié de l'Afrique. Il s'est fait défoncer sur le pas de sa porte. Tout le monde s'en fout aujourd'hui d'Henri Curiel. Pourtant, Henri Curiel, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur ces questions. Bref. Donc Ziegler mobilise beaucoup de citations, et il a cette citation du Tché que je trouve extraordinaire, c'est « Même les murs les plus puissants se fissurent ». Et je pense qu'on en a eu l'illustration par quelques épisodes. Calvin est modeste, mais sachez qu'il y a encore 15 ans en Belgique, il était hors de question, mais hors de question d'avoir une place Lumumba à Bruxelles. Alors que toutes les villes du monde, ou quasi toutes, tous les pays du monde ont au moins une ville qui porte son nom, une place qui porte son nom dans une ville. Donc, elle existe aujourd'hui. Alors, c'est un square, pas une place, etc. Et il faut qu'on l'aménage, il y a encore des luttes. Mais donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on s'informe, ça c'est ce que vient de dire Calvin, mais il faut aussi qu'on exerce le peu de liberté qu'on a encore ici, parce qu'elle se restreint d'année en année, malheureusement, c'est interpeller des mandataires politiques. Voter, c'est bien, mais une fois qu'ils sont dans leur siège, il ne faut pas les lâcher sur ces questions de racisme, sur ces questions de colonialisme, parce qu'eux ont des clés, et une fois qu'on ouvre ces portes, on peut rentrer dans la bibliothèque, on peut rentrer dans ces pièces. Je vous donne un exemple, après j'arrête. Il y a, en 1918, un monsieur qui s'appelle le Lord Lever, qui va voir les lords, et qui va voir un certain nombre de partis politiques en Grande-Bretagne, et qui leur dit « Vous avez des concessions d'huile de palme, je fais des choses avec l'huile de palme, notamment du savon, j'aimerais avoir des concessions. » On lui répond que, en fait, ça ne va pas être possible, puisque ce monsieur est considéré comme étant un bandit, je cite, hein, un bandit, un mercenaire du capital, et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ce type traverse la Manche, arrive en Belgique, et obtient l'assentiment de l'ensemble des partis qui sont à l'époque au pouvoir, c'est-à-dire le Parti libéral, donc ce qu'on pourrait dire la droite, mais aussi le Parti socialiste de l'époque. Ce monsieur, le baron Lever, va avoir et obtenir des immenses concessions d'huile de palme qui vont servir à fabriquer un savon que vous connaissez tous peut-être aujourd'hui, qui est le Sunlight. Cette entreprise va perdurer jusqu'à aujourd'hui, elle s'appelle Unilever, elle est tentaculaire, c'est une des plus grandes multinationales du monde. En 2009, Unilever détient encore des concessions au Congo d'huile de palme. Elle veut s'en débarrasser parce qu'elles sont plus rentables dans son schéma économique. Elle les vend à une entreprise qui s'appelle Feronia. Ça ne vous dit rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous avez un devoir en rentrant chez vous, c'est d'aller vous informer en tapant Feronia Congo, et vous verrez qu'il y a un rapport d'une coalition des ONG, et quand je dis coalition des ONG, c'est pas que belge, c'est européenne, qui dénonce la chose suivante. En 2009, quand Feronia rachète les terres à Unilever, il y a déjà un problème qui s'appelle l'accaparement des terres. Puisque ces terres que détenait Unilever, il n'aurait pas pu les vendre sans se les être accaparées à l'époque de la colonisation. Premier problème. Et qu'on n'a jamais écouté les personnes qui, sur place au Congo, disaient, en fait, Unilever ne peut pas vendre ces terres. Ce sont nos terres, à la base. Premier problème. Deuxième problème, c'est que Feronia est allé voir l'ensemble des gouvernements européens, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, et a obtenu plus de 100 millions d'euros sur une enveloppe qui s'appelle l'aide au développement. Parce qu'ils soutenaient, à l'époque, qu'ils allaient réouvrir des écoles, réouvrir des hospices, réouvrir des hôpitaux dans les camps de travail. Je dis très clairement les camps de travail. À l'époque, les ONG belges, allemandes, françaises ont prévenu leur gouvernement en leur disant « Vous n'allez quand même pas faire ceci, parce que vous ne pouvez pas croire 5 minutes que ce qu'ils vont faire sur place, ça s'appelle de la coopération et surtout du développement. » Eh bien, on a donné ces 100 millions. Je raconte cette histoire simplement pas pour vous culpabiliser, pas du tout l'idée. L'idée, c'est de vous dire que l'information, une fois qu'on l'a, on peut en faire quelque chose et pas uniquement la garder pour soi-même, mais aussi en parler autour de nous et ensuite aussi agir collectivement. C'est pas suffisant, mais c'est un bon début.